Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 27 mars. L'antiterroriste commet de nouveaux massacres dans la bande de Gaza, faisant plus d'une trentaine de martyrs et des dizaines de blessés dans différentes régions, alourdissant le bilan du génocide depuis le 7 octobre 2023 à 50 208 martyrs et 113 910 blessés. Et l'escalade régionale au Moyen-Orient reprend. L'antiterroriste fait 4 martyrs au Liban malgré le cessez-le-feu en vigueur et multiplie les raids en Syrie. Au Soudan, le président du Conseil de transition, le général Fatah al-Burhan, annonce la libération de Khartoum des mains des forces de soutien rapide. Lutte contre le trafic de drogue en Algérie, la gendarmerie et les services de douane saisissent plus de 121 kg de cocaïne au niveau d'une route reliant Gardaïa à Larouat, alors que les gardes frontières procèdent à l'interpellation de 4 ressortissants marocains tentant d'introduire en Algérie 106 kg de kiff traité. Et aux États-Unis, les actions automobiles en chute suite à la décision du président américain Donald Trump d'imposer à compter du 2 avril une surtaxe de 25% à tous les véhicules importés. Bonsoir à tous. Le massacre continue dans la bande de Gaza, 10 jours après la violation du cessez-le-feu par l'antiterroriste. Le bilan des victimes de l'agression génocidaire sioniste contre l'enclave palestinienne s'est alourdi à 50 208 martyrs et 113 910 blessés depuis le 7 octobre 2023. Selon les autorités palestiniennes de la santé, qui ont indiqué que 855 Palestiniens étaient tombés en martyrs et 1869 ont été blessés depuis le 18 mars, date de la reprise de l'agression sioniste. Et au moins 12 civils sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce jeudi lorsque les forces de l'entité sioniste ont bombardé une maison dans le quartier de Ferdows à Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. Et dans la ville de Gaza, au moins 8 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 5 enfants, et d'autres ont été blessés lors d'une frappe survenue à l'aube, ayant pris pour cible la maison de la famille Al-Gharbawi, dans la région de Chatfaoui, au nord-ouest de la ville. Au moins 15 autres Palestiniens sont tombés en martyrs et de nombreux autres ont été blessés dans différentes régions de la bande de Gaza, dont 9 rien qu'à Nusayrat. Des bombardements des forces de l'entité sioniste ont fait également plusieurs martyrs à Khan Younes et Zawaïda. Le porte-parole du mouvement palestinien Hamas, Abdellatif El-Qanoua, est tombé en martyr cette nuit dans une frappe des forces de l'entité sioniste à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, qui a également fait des victimes civiles. Ces funérailles organisées ce jeudi dans une atmosphère tendue ont rassemblé des milliers de personnes alors que les bombardements se poursuivent. Et au volet humanitaire, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a indiqué que plus de 142 000 personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza en une semaine et que ce nombre devrait encore augmenter à mesure que les ordres d'évacuation et les bombardements intenses de l'entité sioniste se poursuivent. Les ordres de déplacement forcé couvrent désormais environ 17% de la région selon l'agence onusienne. Exterminer les Palestiniens, l'objectif n'est plus à démontrer. Selon le Bureau central des statistiques, en Palestine, la population a été réduite de 6% par les massacres de l'entité sioniste. Au génocide s'ajoute l'épuration ethnique. L'entité sioniste accélère l'implantation de colonies en Cisjordanie occupées par la spoliation des terres et maisons des Palestiniens. Leila Hamouda.
L'entité sioniste poursuit sa politique de confiscation des terres et d'exil forcé des Palestiniens. Cela a fait écho à ce qui se passe à Gaza, car en réalité, ce que subit l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre 2023 n'est autre que la continuité de la politique expansionniste qui, depuis plus de 75 ans, s'accapare de la Palestine en prenant tout un peuple en otage, avec un seul but en ligne de mire, chasser les Palestiniens de leurs terres. L'occupation sioniste poursuit sa politique d'expansion coloniale. À la fin de 2024, on recense 551 colonies et bases militaires sionistes avec une augmentation significative du rythme de leur construction. À l'heure où nous parlons, cette politique génocidaire est orchestrée au camp de Jenin et Tolkaram, mais aussi à Naplouse. Un vaste mouvement d'incursion sioniste est mené en Cisjordanie occupée depuis près de 2 mois, avec à la clé des dizaines de martyrs et des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés. Le Bureau central des statistiques a déclaré que l'année 2024 a été marquée par une intensification de la colonisation et une crise humanitaire sans précédent dans la bande de Gaza, où la situation est dramatique. La population a diminué de 6% en raison du génocide sioniste et des déplacements forcés. Selon les dernières statistiques, la population totale de la Palestine est estimée à 5,5 millions d'habitants, tandis qu'environ 7,6 millions de Palestiniens vivent en exil, dispersés à travers le monde. Les infrastructures sont également en ruine. Plus de 85% des installations d'eau et d'assainissement sont totalement ou partiellement hors service, nécessitant une réparation d'un coût dépassant 1,5 milliard de dollars. Le génocide sioniste à Gaza n'a fait que lever le voile à des intentions sanguinaires et malsaines du gouvernement Netanyahou, qui a démontré au monde l'étendue de sa barbarie et son dédain des droits fondamentaux humains. Face à cette situation, les Palestiniens continuent de résister, défendant chaque parcelle de leur terre contre l'occupation et l'exil. Selon le chef du Hamas, Khalil El-Hayya, le mouvement avait accueilli favorablement de nombreuses initiatives et propositions avec un engagement sérieux en vue de mettre fin à l'agression sioniste contre Gaza et de garantir un retrait total de l'occupation de l'enclave, dénonçant ainsi les politiques des doubles standards dans le traitement de la cause palestinienne par la communauté internationale à la veille de la célébration dans le deuil de la journée de la terre. Au 26e jour du mois sacré de Ramadan et en préparation de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, au moins 180 000 fidèles ont accompli les prières d'Al-Aïcha et des Tarawih à la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds occupée hier soir, selon le département palestinien des Waqf islamiques de la ville sainte, et ce malgré les nombreuses restrictions imposées aux Palestiniens par les forces de l'occupation sioniste. L'Algérie, par la voix de son représentant permanent aux Nations Unies à Genève, Rachid Bladhan, a fermement condamné la violation du cessez-le-feu par l'entité sioniste et l'agression renouvelée contre la bande de Gaza. L'Algérie a aussi condamné les politiques et pratiques répressives, discriminatoires et de colonisation visant à liquider la cause palestinienne. Asma Laïda. Un nouveau rapport de l'ONU met en garde contre une aggravation de la crise humanitaire à Gaza, alors que les déplacements forcés de la population de l'enclave et les pénuries d'approvisionnement s'intensifient, ce qui aggrave la situation qui est déjà critique. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a indiqué que plus de 142 000 personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza en une semaine, et que ce nombre devrait encore augmenter suite aux déplacements forcés et les bombardements qui s'intensifient. S'ajoute à cela le blocus de l'aide humanitaire imposé par l'entité sioniste à tous les points de passage est entré dans sa 4e semaine, entraînant une flambée des prix et des pénuries de carburant à travers Gaza. Par le biais de son représentant permanent auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Rachid Bladhan, l'Algérie a exprimé sa condamnation vive face à la violation par la puissance occupante de l'accord de cessez-le-feu et de la reprise de l'agression contre la bande de Gaza. Nous
condamnons la violation de l'accord de cessez-le-feu et l'agression contre Gaza qui a fait des centaines de morts et de blessés. Nous condamnons les pratiques colonialistes et celles qui visent à liquider la cause palestinienne. Et là, j'évoque la famine, les punitions collectives, les annexions et autres. En parallèle, l'Algérie appelait la communauté internationale à apporter le soutien politique, financier et matériel nécessaire pour la reconstruction de Gaza. La communauté internationale devrait apporter le soutien financier et matériel pour Gaza afin que la vie soit possible dans cette bande suite à la destruction qu'elle a suivie. Tout plan de reconstruction de la bande de Gaza devrait veiller à garder les citoyens dans cette bande et à garantir le retour des réfugiés. Le comportement de l'entité sioniste constitue un crime de guerre. Les actions du bureau sioniste semblent également correspondre à la définition du nettoyage ethnique dans les zones où les forces d'occupation sionistes ont enjoint aux Palestiniens de partir sans qu'ils puissent revenir. Et je vous en parlais en titre, 4 Libanais sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce jeudi dans une frappe des forces de l'entité sioniste dans le sud du Liban. L'attaque s'est déroulée au moyen d'un drone contre une voiture dans la ville de Maroub, à environ 20 km de la frontière, dans le district de Sour. Pour rappel, un cessez-le-feu fragile est en vigueur au Liban depuis novembre 2024. D'autres frappes de l'entité sioniste ont touché ce jeudi la province côtière de Latakia dans l'ouest de la Syrie, selon un média d'État, une ONG syrienne indiquant que des dépôts de munitions avaient été visés. Les Houthis au Yémen ont indiqué tôt ce jeudi que 2 personnes étaient tombées en martyrs et 2 autres blessées à la suite de frappes américaines sur la capitale Sanaa. 4 raids ont visé la région d'Arkoub dans le district de Khawlan dans la province de Sanaa. Le 15 mars, le président américain Donald Trump avait déclaré avoir ordonné une offensive majeure contre les Houthis, menaçant de les anéantir complètement. Je vous le disais en titre, le président du Conseil de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé que Khartoum avait été libéré après la reprise par ses forces de l'aéroport de la capitale aux mains des forces de soutien rapide. Depuis vendredi, l'armée soudanaise a repris plusieurs sites stratégiques. Kherdin Batash. Le poing serré levé vers le ciel après s'être longuement prosterné sur le tarmac de l'aéroport de Khartoum. Toute la symbolique d'une victoire de l'armée soudanaise à Khartoum est là. Le président du Conseil de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, atterrit en hélicoptère, s'affiche parmi les siens et scande depuis le palais présidentiel « Khartoum est libéré ». En effet, jamais depuis le début du conflit armé entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise, le pays n'a été aussi proche du dénouement. La carte suivante montre l'ampleur des régions contrôlées par l'armée régulière soudanaise après 2 ans de combats intensifs et meurtriers. Avec des éléments des FSR en fuite, le porte-parole de l'armée, Nabil Abdallah, avait indiqué hier que les troupes avaient sécurisé complètement l'aéroport international de la capitale où les forces de soutien rapide étaient positionnées depuis le début du conflit armé en avril 2023. Depuis vendredi, l'armée soudanaise avait repris le palais présidentiel de Khartoum, la banque centrale, les sièges des ministères, des services de renseignement et le musée national. Direction Port-Soudan. Des scènes de liesse pareilles, le pays n'en avait plus connu depuis 2 ans. Petits et grands sont descendus dans les rues pour célébrer tard mercredi une victoire synonyme de salut, de salvation, voire d'unité pour un pays sous lequel soufflaient les braises de la scission.
Félicitations pour les victoires de l'armée, une victoire confirmée et soutenue. Si Dieu le veut, nous irons de l'avant. Et tout le peuple soudanais, si Dieu le veut. Je salue les forces armées, les forces conjointes et les forces de réserve, ainsi que tout le peuple soudanais. Félicitations, si Dieu le veut, à d'autres victoires. Al-Fashar et Al-Gneina sont à nos côtés, si Dieu le veut. En près de 2 ans, le conflit armé au Soudan a tué des milliers de personnes, déraciné plus de 14 millions et créé l'une des pires crises humanitaires que le continent africain ait connue. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS, a mis en garde contre un conflit généralisé au Soudan du Sud où les forces fédérales loyales au président Salva Kiir et celles soutenant le vice-président Riek Machar s'affrontent depuis plusieurs semaines. La mission onusienne a aussi prévenu qu'une fin de l'accord de paix de 2018 ne dévasterait pas seulement le Soudan du Sud, mais affecterait aussi toute la région. Et je vous en parlais en titre, lutte contre le trafic de drogue en Algérie. Des détachements combinés de la gendarmerie nationale et des douanes algériennes ont appréhendé au niveau de la route nationale numéro 1 reliant Gardaïa à Larouat un narcotrafiquant et saisi plus de 121 kilos de cocaïne chargée à bord de son véhicule alors que les gardes frontières ont procédé à l'interpellation de 4 ressortissants marocains et la saisie de 106 kg de kiff traité que les mis en cause tentaient d'introduire sur le territoire algérien à travers les frontières ouest du pays, selon le ministère algérien de la Défense. S'agissant à présent du Sahara occidental, le président de la RASD, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a appelé à la mobilisation pour dénoncer les politiques répressives de l'occupation marocaine à l'égard des prisonniers politiques sahraouis et briser le siège imposé au territoire sahraoui occupé. Brahim Ghali, qui a présidé hier soir une réunion du comité chargé de surveiller et de soutenir les prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines, a appelé tous les Sahraouis, où qu'ils se trouvent, à se mobiliser et à organiser les manifestations et des marches de solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis. Par ailleurs, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains, Marie Lawlor, a appelé à mettre fin à la répression contre les défenseurs des droits humains sahraouis après l'agression physique dont a fait l'objet la militante Mahfouda Bamba Lefkir de la part des agents de police marocains. نداءنا إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة نداءنا إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, Khaled Al-Shihani, le directeur par intérim du consulat général du Royaume du Maroc en Algérie, a été convoqué ce jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères où il a été reçu par Mukhtar Amin Khalif. Directeur général du protocole, il a été informé de la décision des autorités algériennes de considérer Mohamed Sofiani, consul général adjoint du Maroc à Oran, comme persona non grata avec obligation de quitter le territoire national dans un délai maximum de 48 heures. Plus de détails à venir dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens ont quitté ce jeudi le palais présidentiel de l'Élysée à Paris après des entretiens sur le conflit en Ukraine. Il s'agit du 3e sommet de ce type que la
France et la Grande-Bretagne ont appelé la coalition des volontaires. Cette réunion fait suite à l'accord de Zelensky de poursuivre les négociations de cessez-le-feu afin de garantir la reprise de l'aide américaine et du partage de renseignements. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué ce jeudi que l'initiative proposée pour la mer Noire était un nouvel accord et non une extension d'un accord antérieur. Il s'agit d'un nouvel accord dont les contours sont actuellement en cours de discussion. Par ailleurs, la Russie a affirmé que le Royaume-Uni et la France prévoyaient une intervention militaire en Ukraine sous couvert de maintien de la paix. Quelques mots sur ce que l'Occident appelle une mission de paix. En réalité, il s'agit d'une intervention militaire en Ukraine sous couvert de missions de maintien de la paix. Londres et Paris continuent d'élaborer un plan d'intervention militaire en Ukraine. Tout cela est déguisé en mission de paix. Allez, zoom ce soir sur l'injustice fiscale en France. Elle est pointée du doigt par l'association Attaque qui chiffre à 207 milliards d'euros le montant des cadeaux fiscaux accordés à certaines fortunes françaises. Selon un rapport publié par l'association, ce manque à gagner contribue à alourdir le poids de la dette publique. Kherdem Batache. 3 300 milliards d'euros et 59 milliards d'euros de charges d'intérêt. La pression de la dette publique en France pèse de tout son poids sur le climat politique et social. Elle limite par la même occasion la marge de manœuvre du gouvernement vis-à-vis du budget qui prévoit de nouvelles dépenses pour la défense européenne et des coupes dans le social. Sur la base de cette équation est installée devant le ministère de l'économie et des finances à Paris, dans le cadre d'une action de protestation, l'association Attaque France pointe du doigt les dérives du système en matière d'injustice fiscale en soulignant les cadeaux fiscaux pour les plus riches. Selon Attaque, ce sont pas moins de 207 milliards d'euros qui ont manqué aux finances publiques, soit près d'un quart de l'augmentation de la dette depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. On essaye d'attirer l'attention, de dénoncer le scandale démocratique et financier qui se joue ici, puisque en fait le groupe Bolloré va vouloir scinder son groupe en petites entités, ce qui va lui permettre de récupérer de l'argent et d'échapper aux règles financières françaises, et puis en même temps de garder tout le pouvoir médiatique et notamment du coup avoir plus de pouvoir pour diffuser ses idées d'extrême droite. Ce que nous dénonçons évidemment. L'association Attaque, qui vient de publier un rapport intitulé « La dette de l'injustice fiscale », nous apprend que le coût des baisses de prélèvement net des recettes supplémentaires et des retours d'impôts que ces baisses ont pu procurer représente un manque à gagner cumulé net avec 308 milliards d'euros sur la période 2018-2023. Ce montant compte près de 35% de la hausse de la dette. Les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et ménages aisés représentent à eux seuls 207 milliards d'euros, soit 24% de la hausse de la dette sur la même période. C'est un problème de nature, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend le contrôle de médias pour faire autre chose que de l'information. C'est quelqu'un qui fait de la propagande, voire de la désinformation. Or, quand on contrôle une chaîne d'information qui est sur la TNT, on doit respecter en principe un certain pluralisme. C'est la loi. L'injustice fiscale est à conjuguer avec l'évasion fiscale, évaluée à 100 milliards d'euros en France, autre mal endémique de l'économie. Au total, ce sont 307 milliards d'euros supportés par le contribuable français via une dette publique devenue incontrôlable. Je vous en parlais en titre. Aux États-Unis, les principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse ce jeudi, alors que la décision du président américain Donald Trump d'imposer à compter du 2 avril une surtaxe de 25% à tous les véhicules importés a fait chuter les actions automobiles. Et nous allons évoquer cette question avec Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Nazim Sini, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump fait pleuvoir les tarifs douaniers supplémentaires sur toutes sortes de produits. Pourquoi ?
Écoutez, ça rentre dans la politique offensive de Donald Trump d'imposer cette taxation, ces droits de douane. Notamment, là, il vient d'élargir le spectre de ces taxes aux véhicules importés de l'étranger. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que cela va alourdir justement l'inflation qui déjà sévit aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir que sur le continent américain, il y a un phénomène qu'on appelle la stagflation. C'est que nous avons une stagnation de la croissance et une hausse de l'inflation. Juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les véhicules aux États-Unis, les véhicules neufs, se négocient autour de 40 000 à 45 000 $. Avec cette nouvelle taxe, on va avoir des véhicules qui vont dépasser le seuil des 50 000 $. Donc c'est un véritable choc pour le consommateur américain qui est mis à rude épreuve en ce début 2025 puisque les prévisions de croissance sont plutôt mauvaises aux États-Unis. Et surtout, ce qui est délicat maintenant de savoir et de prévoir, c'est est-ce que la politique de Trump est basée sur du bluff et donc des fake news, ou est-ce qu'il va mettre jusqu'au bout, il va appliquer et mettre en œuvre sa politique, sachant que cette politique n'est pas tenable. Oui. Peut-on assister à des mesures répressives de la part des pays concernés ? Bien sûr, d'abord l'Europe va appliquer une forme de réciprocité. Le Canada a déjà annoncé également qu'ils allaient rehausser leur niveau de douane, leur droit de douane. Et le Mexique, par contre, qui eux seraient les perdants, puisqu'on sait que le Mexique est une zone de sous-traitance pour l'industrie américaine, sont en train de négocier de manière bilatérale avec l'administration Trump. Mais là, vous voyez, on est plutôt sur des rapports commerciaux qui ne sont pas basés sur des relations saines, sur des relations bilatérales, mais plutôt sur des rapports de force qui ne servent pas l'économie mondiale ni on va dire les règles fondamentales du commerce international. Nazim Sini, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.